20 juillet 1969, 20h17, temps universel coordonné. Le module lunaire Eagle, un engin de 15 tonnes de métal et de câbles, se pose sur la mer de la Tranquillité. Coût officiel de l'opération gouvernementale, 25,4 milliards de dollars, soit l'équivalent de plus de 152 milliards de dollars aujourd'hui, mobilisant 400 000 employés à travers les États-Unis. Environ 600 millions de téléspectateurs assistant direct à ce qui est présenté comme l'apogée technologique de l'humanité. Mais derrière les archives officielles se cache une guerre de données qui divise le monde depuis un demi-siècle. 20% de la population américaine et près de 60% du public russe affirment aujourd'hui que cet événement n'a jamais eu lieu sur la Lune, mais dans un studio de cinéma hautement sécurisé, possiblement situé dans la base militaire de Norton au Nevada ou sous la direction du réalisateur Stanley Kubrick. Les arguments ne sont pas de simples rumeurs. Ils s'appuient sur des anomalies photographiques majeures où les ombres divergent à des angles de 45 degrés alors qu'il n'y a qu'une seule source de lumière, sur la survie inexpliquée des astronautes face aux radiations mortelles de la ceinture de Van Allen, et sur un aveu accablant de la NASA elle-même en 2006, confirmant la perte pure et simple des bandes magnétiques originales de la télémétrie du premier pas de l'homme sur la Lune, soit 13 000 bobines de données brutes disparues des archives fédérales. L'investigation qui suit ne prend pas parti. Elle décortique les preuves balistiques, les rapports déclassifiés du renseignement soviétique, les lois de la thermodynamique dans le vide spatial et les registres internes de l'Agence spatiale américaine. Voici l'anatomie complète d'une controverse mondiale, fondée exclusivement sur des faits bruts, des chiffres exacts et des documents officiels. L'archive de la NASA portant la référence AS11 40 58 68 est l'une des photographies les plus scrutées de l'histoire moderne. Capturée par Neil Armstrong, elle montre Edwin Buzz Aldrin debout sur le sol lunaire, revêtu de sa combinaison spatiale A7L. Les critiques photographiques et les analystes de l'image ont immédiatement soulevé une impossibilité géométrique apparente. Sur la Lune, la seule source de lumière est le Soleil. Par conséquent, selon les lois de l'optique classique, toutes les ombres portées par les objets, les rochers et le module lunaire devraient être strictement parallèles. Pourtant, sur le cliché AS11 40 58 68, ainsi que sur des dizaines d'autres images provenant des bobines de pellicule Kodak Ektachrome de 70 mm, les ombres des astronautes et celles des roches environnantes divergent nettement, formant parfois des angles de séquence allant jusqu'à 45 degrés. Pour les sceptiques de la mission, comme l'auteur David Percy ou l'ingénieur Marcus Allen, cette divergence est la signature indéniable d'une illumination artificielle en studio, impliquant de puissants projecteurs de remplissage placés à quelques dizaines de mètres des sujets pour déboucher les ondes sombres de la combinaison d'Aldrin, qui devrait logiquement être plongée dans une obscurité totale face à un éclairage en contre-jour. Face à ces accusations, la défense technique s'est structurée autour de l'analyse topographique, de la physique de la lumière et des propriétés spécifiques du sol lunaire. Les astronomes et les géologues, dont le docteur David Morrison, expliquent que la surface de la mer de la Tranquillité n'est pas un plan euclidien parfaitement plat, mais un terrain accidenté, parsemé de microcratères et d'ondulations topographiques imperceptibles au premier coup d'œil. Lorsqu'une ombre se projette sur une pente ascendante ou descendante en 3 dimensions, la perspective bidimensionnelle de l'objectif de l'appareil photo déforme visuellement la ligne de l'ombre, créant une illusion de non-parallélisme, un phénomène optique reproductible sur Terre, sur un sol irrégulier, au lever ou au coucher du Soleil. À cet instant précis, le 20 juillet 1969, le Soleil se trouvait exactement à 14,6 degrés au-dessus de l'horizon Est. De plus, l'illumination frappante de la combinaison spatiale d'Aldrin dans l'ombre est attribuée au phénomène d'albédo et à la réflexion diffuse. La poussière lunaire, ou régolithe, est composée de particules de silice et de minuscules sphères de verre, créées par des millions d'années d'impact météoritique. Ce matériau possède des propriétés rétro-réfléchissantes massives, renvoyant la lumière solaire directement vers la source et agissant comme un réflecteur géant naturel. De surcroît, la Terre elle-même, suspendue dans le ciel lunaire, renvoie une lumière, le clair de Terre, dont l'intensité est près de 68 fois supérieure à celle d'une pleine lune vue depuis la Terre. Les appareils photo utilisés, des Hasselblad 500EL équipés d'objectifs Zeiss Planar f2.8 de 80 mm, étaient réglés pour capturer ces contrastes extrêmes.
Les marques fiduciaires, ces petites croix gravées sur la plaque de verre de l'appareil photo qui semblent parfois disparaître derrière les objets blancs dans les photos, sont expliquées par les laboratoires photographiques comme un effet de saturation chimique de la pellicule, où l'argent surexposé des zones blanches déborde et efface les fines lignes noires lors du développement des négatifs originaux. Le 16 juillet 1969, la fusée Saturne V, un colosse de 110 mètres de haut générant 34,5 millions de newtons de poussée, arrache la mission Apollo 11 à la gravité terrestre. Une fois en orbite basse, le troisième étage de la fusée s'allume pour l'injection translunaire, propulsant le vaisseau à la vitesse phénoménale de 39 000 km/h. C'est à ce moment précis que se dresse l'un des obstacles les plus mortels du voyage interplanétaire, la ceinture de Van Allen. Découverte en 1958 par le physicien spatial James Van Allen via le satellite Explorer 1, cette zone est un champ magnétique toroïdal, emprisonnant des particules hautement énergétiques générées par les vents solaires et les rayons cosmiques. Elle se divise en deux zones distinctes. Une ceinture intérieure, s'étendant de 1000 à 6000 km d'altitude, saturée de protons à haute énergie, et une ceinture extérieure, allant jusqu'à 60 000 km, remplie d'électrons énergétiques. À l'époque de la guerre froide, des essais nucléaires atmosphériques à haute altitude, comme l'opération Starfish Prime, menée par les États-Unis en 1962, avaient même artificiellement injecté des niveaux supplémentaires de radiation létale dans ces ceintures. Les critiques, notamment Ralph René, auteur du livre controversé NASA Mund America, s'appuient sur ces données pour affirmer qu'un passage humain à travers ces champs de radiation, sans un blindage en plomb de plusieurs dizaines de centimètres, d'un poids tel qu'il empêcherait toute fusée de décoller, aurait provoqué un syndrome d'irradiation aiguë, des mutations cellulaires immédiates et la mort certaine des 3 membres d'équipage en quelques jours. Les ingénieurs de la NASA et les physiciens des particules opposent à cette affirmation des calculs balistiques et de radioprotection détaillés. La stratégie employée pour la mission Apollo 11 n'a pas consisté à affronter le noyau le plus dense de la ceinture de Van Allen, situé à l'équateur magnétique, mais à le contourner. La trajectoire d'injection a été calculée avec un angle d'inclinaison de 30 degrés, permettant au module de commande Columbia, protégé par une coque en alliage d'aluminium et de nids d'abeilles en acier inoxydable d'une épaisseur totale d'environ 3,8 cm, de traverser les zones périphériques moins chargées en particules. Le facteur décisif réside dans la vitesse de transit. Le vaisseau naviguait à près de 11 km par seconde. La traversée complète de la zone critique n'a duré qu'environ 90 minutes. La physique des radiations stipule que la dose absorbée est directement proportionnelle au temps d'exposition. Le blindage en aluminium, bien que léger par rapport au plomb, est spécifiquement efficace contre le rayonnement bêta, les électrons de la ceinture extérieure, et permet d'éviter l'effet de Bremsstrahlung, le rayonnement de freinage, un phénomène où des électrons à haute vitesse, frappant un métal lourd comme le plomb, génèrent des rayons X secondaires mortels. Les dosimètres personnels, portés par Neil Armstrong, Buzz Aldrin et Michael Collins, sous la peau de leur combinaison et à l'intérieur de la cabine, ont été scrupuleusement analysés à leur retour. Les archives médicales de la mission, déclassifiées et étudiées par des hématologues indépendants, montrent que la dose totale de rayonnement absorbée par chaque astronaute au cours des 8 jours de mission s'est élevée à une moyenne de 0,18 rad, soit 1,8 millisievert. Cette valeur équivaut à la dose de radiation reçue lors d'une radiographie pulmonaire standard ou d'un vol commercial intercontinental prolongé. Des données récentes, transmises en 2012 par la mission des sondes Van Allen de la NASA, ont cartographié ces ceintures avec une précision nanométrique et ont corroboré rétrospectivement les calculs de blindage et de transit effectués manuellement par les ingénieurs du projet Apollo à la fin des années 60. En 2006, un choc a secoué la communauté scientifique et a fourni aux théoriciens du complot la munition la plus dévastatrice de l'histoire du dossier Apollo. La NASA a publiquement admis avoir perdu les enregistrements magnétiques originaux du premier pas de l'homme sur la Lune. Il ne s'agissait pas de copies vidéo standards, mais de 700 cartons contenant les bandes de télémétrie de 1 pouce à 14 pistes, qui stockaient les données biomédicales des astronautes, l'état des systèmes du module lunaire et, surtout, le signal vidéo brut à balayage lent, SSTV, transmis depuis la caméra Westinghouse fixée sur l'étage de descente de l'Eagle. Le signal original avait été émis de la surface lunaire à une résolution de 320 lignes, à raison de 10 images par seconde, une norme non standard requise pour économiser la bande passante limitée de l'émetteur en bande S du vaisseau.
Ce signal brut avait été capté par les gigantesques antennes paraboliques de l'observatoire de Parkes et de la station de Honeysuckle Creek en Australie, ainsi que par la station de Goldstone en Californie. Pour être diffusé en direct aux 600 millions de téléspectateurs via les réseaux de télévision comme CBS ou NBC, ce signal brut devait être converti à la volée à la norme américaine NTSC, 525 lignes, 30 images par seconde. Le processus de conversion de 1969 fut d'une rudesse technologique extrême. Les ingénieurs ont littéralement placé une caméra RCA TK22 de qualité commerciale devant un moniteur de 10 pouces diffusant l'image lunaire brute, la filmant en direct. Cette conversion analogique optique a massivement dégradé l'image, introduisant du flou, du contraste fantôme et une perte de détail allant jusqu'à 50%. Les bandes magnétiques perdues contenaient l'image claire, nette et non convertie. L'annonce de cette perte a immédiatement soulevé des accusations de destruction délibérée de preuves. Les critiques ont affirmé que la NASA avait fait disparaître ces bandes de haute résolution parce qu'elles révélaient des défauts dans le décor de studio, des câbles de suspension ou d'autres artefacts compromettants qui auraient été impossibles à dissimuler avec les technologies de restauration numérique modernes. Sous la pression médiatique, la NASA a mandaté Richard Navsgher, un ingénieur chevronné qui avait travaillé sur la diffusion télévisée du programme Apollo en 1969, pour diriger une enquête de grande ampleur. Navsgher, accompagné d'une équipe d'archivistes, a fouillé les immenses dépôts du Goddard Space Flight Center, les archives nationales du Maryland et diverses installations à travers le pays. Les conclusions du rapport final, publié en 2009, ont exposé non pas une machination machiavélique, mais une incompétence bureaucratique stupéfiante. Au début des années 1980, la NASA faisait face à une pénurie dramatique de bandes magnétiques vierges pour le stockage de données du programme de satellite d'observation de la Terre, Landsat. Le coût d'une bobine magnétique de haute qualité, certifiée pour l'aérospatiale, s'élevait alors à plus de $100 l'unité. Un responsable des archives, confronté à des directives budgétaires strictes, a ordonné le retrait de dizaines de milliers de bandes des stocks anciens du programme Apollo pour les soumettre à un processus de démagnétisation de masse, degaussing. Les bandes contenant le signal de balayage lent de la mission spatiale la plus importante de l'histoire ont été effacées, formatées et réutilisées pour enregistrer des données météorologiques de routine. Pour compenser cette catastrophe archivistique, la NASA a dû dépenser $230 000 et engager la société spécialisée Lowry Digital pour restaurer et numériser au maximum les copies de diffusion analogique survivantes qui avaient été stockées dans des coffres de CBS et d'archives en Australie, bien que la clarté immaculée du signal brut de 1969 soit perdue à jamais. L'un des arguments les plus récurrents et visuellement frappants contre la réalité de l'atterrissage concerne le site même où le module lunaire s'est immobilisé. Le moteur de descente du module, conçu par la société TRW, était un moteur à propergol hypergolique utilisant un mélange d'aérosine 50 et de tétroxyde d'azote capable de générer une poussée maximale de 10 500 livres-force, environ 46,7 kN. Les analystes de la théorie du complot pointent du doigt les photographies du module lunaire au repos. Sous la tuyère du moteur, le sol lunaire is intact. Il n'y a pas de cratère d'impact creusé par les gaz d'échappement, pas de traces de brûlure chimique sur la poussière, et plus étrange encore, les larges coupelles métalliques servant de patins d'atterrissage aux 4 pieds du module sont immaculées, totalement dépourvues de la moindre particule de poussière qui aurait dû se soulever et retomber lors du souffle colossal de la phase finale de l'atterrissage, à l'image d'un hélicoptère se posant dans un désert terrestre. L'empreinte de bottes laissée par Buzz Aldrin, immortalisée sur le cliché AS11-40-5877, soulève une autre question. Sur Terre, pour qu'une empreinte conserve des crêtes aussi nettes et définies, le sable doit contenir de l'humidité afin de créer une cohésion moléculaire. Sur la Lune, un environnement dépourvu d'eau et de toute atmosphère, comment une empreinte peut-elle rester figée, comme si elle avait été moulée dans du plâtre humide ? La résolution de ces incohérences apparentes se trouve dans les lois contre-intuitives de la mécanique des fluides dans le vide. La poussée maximale de 10 500 livres n'a jamais été utilisée au niveau du sol. Lors de la phase finale de descente, désignée sous le nom de programme P66 dans l'ordinateur de guidage Apollo, Neil Armstrong a pris le contrôle manuel à environ 500 pieds d'altitude.
L'engin était alors très léger, ayant consommé la majorité de ses ergols. Son poids sur la Lune, où la gravité est 1/6 de celle de la Terre, n'était que d'environ 2500 livres. Pour maintenir une descente lente, Armstrong a réduit la poussée du moteur à seulement 3000 livres-force, soit environ 25 à 30% de sa capacité maximale. Répartie sur la surface de la tuyère en forme de cloche, la pression dynamique exercée sur le sol lunaire au moment du toucher n'était que de 1,5 livres par pouce carré, PSI. À titre de comparaison, la botte d'un astronaute de 160 kg marchant sur la Lune exerce une pression d'environ 2,5 PSI, soit une force de compactage supérieure à celle des gaz d'échappement du moteur. De plus, dans le vide absolu, il n'y a pas d'air. Lorsqu'un jet de gaz sort d'une tuyère dans le vide, il ne forme pas une colonne droite et concentrée comme dans l'atmosphère terrestre, mais s'étend instantanément et radialement sous forme de cône très large, dissipant immédiatement sa pression. De même, la poussière déplacée par les gaz est projetée sur une trajectoire balistique parfaite, volant à grande vitesse parallèlement au sol, sans jamais créer de nuages tourbillonnants, car aucun fluide atmosphérique ne les suspend en l'air. Ainsi, la poussière est chassée au loin et ne retombe jamais sur les patins du vaisseau. Quant à l'empreinte de la botte, la cohésion n'est pas due à l'eau, mais à la nature même du régolithe. Contrairement au sable terrestre érodé par l'eau et le vent, qui polit ses grains en sphères lisses, la poussière lunaire est composée de fragments de roches et de verre brisés par des micrométéorites. Ces particules ont des arêtes tranchantes, acérées et des formes déchiquetées. Sous la pression de la botte cannelée de l'astronaute, ces arêtes dentelées s'emboîtent et s'agrippent mécaniquement les unes aux autres de manière rigide, tandis que l'adhérence par les forces de Van der Waals, très puissante dans le vide spatial en l'absence de gaz interstitiel, fige la structure de l'empreinte avec une précision millimétrique, défiant complètement l'intuition humaine habituée à la physique terrestre. L'image symbolique par excellence de la mission est celle du drapeau américain. L'ensemble Lunar Flag Assembly, conçu par l'ingénieur de la NASA Jack Kinzler, planté dans le sol stérile de la Lune. Cette séquence vidéo a suscité plus d'analyses, de débats et de documentaires conspirationnistes que n'importe quel autre aspect de la mission. Dans les images d'archives tournées par la caméra Maurer de 16 mm fixée à la fenêtre du module lunaire, on voit distinctement le drapeau se froisser, onduler et bouger, donnant la très forte impression d'être agité par une brise continue. Or, la surface lunaire est caractérisée par un vide poussé de 10 puissance moins 11 torr, ce qui signifie qu'il n'y a absolument aucun vent, aucun courant d'air et aucune molécule de gaz pour créer une pression aérodynamique. Pour les détracteurs de la mission, cette ondulation est la preuve irréfutable que la scène a été filmée dans un hangar sur Terre, où des ventilateurs de refroidissement ou le mouvement de l'équipe de tournage ont généré des courants d'air qui ont trahi la mise en scène. L'appareil de la photographie, dont les lubrifiants traditionnels devaient être retirés pour éviter qu'il ne bouille et n'explose dans le vide, a capturé ces moments de tension apparente de la toile en nylon. L'anatomie technique de ce drapeau spécifique révèle cependant une ingénierie complexe, conçue précisément pour pallier le manque d'atmosphère. Le drapeau, fabriqué par la société Annin Flagmakers pour un coût unitaire de seulement 5,50 $, ne pouvait pas simplement pendre tristement le long de son mât comme il le ferait sur Terre par un jour sans vent. Kinzler a donc intégré une tige télescopique en aluminium horizontal, insérée dans un ourlet cousu le long du bord supérieur de la toile de nylon. Sur la Lune, la difficulté majeure rencontrée par Armstrong et Aldrin ne fut pas l'assemblage, mais le sol lui-même. Sous quelques centimètres de poussière molle, le régolithe lunaire est extrêmement dense et compacté. Les astronautes n'ont pu enfoncer le mât en aluminium anodisé que de 18 à 22 cm de profondeur. Pour forcer le mât dans ce sol tenace, ils ont dû utiliser une force de torsion importante, agrippant le mât à deux mains et le faisant pivoter d'avant en arrière tout en poussant vers le bas. C'est ici que la physique du vide intervient. Sur Terre, l'air agit comme un fluide visqueux qui crée une friction aérodynamique. Si l'on secoue un drapeau, la résistance de l'air dissipe rapidement l'énergie cinétique et le tissu s'immobilise en quelques secondes. Dans le vide lunaire, il n'y a aucun amortissement atmosphérique. L'énergie cinétique du mouvement de torsion exercé par les lourds gants pressurisés des astronautes s'est transférée à travers le mât rigide jusque dans la tige horizontale supérieure, provoquant des oscillations mécaniques non amorties de la structure métallique et de la toile. Le drapeau ne flottait pas au vent, il vibrait comme un pendule physique libre de toute friction atmosphérique. Une analyse image par image des vidéos intégrales de la mission montre un fait crucial, souvent omis par les critiques. Le drapeau ne bouge,
ne s'agite et ne vibre que lorsque l'un des astronautes le touche physiquement, manipule le mât ou ajuste la tige supérieure. Dès que les astronautes s'éloignent et cessent tout contact mécanique, le drapeau se fige dans sa position plissée, la tige horizontale n'ayant pas été complètement déployée en raison d'un mécanisme grippé, et reste absolument immobile pendant des heures, une rigidité cadavérique que l'on peut vérifier en superposant des dizaines de photographies haute résolution prises à plusieurs minutes d'intervalle. Une chose strictement impossible à réaliser dans un environnement terrestre soumis à la moindre fluctuation thermique ou au moindre courant d'air. Au-delà des analyses photographiques internes ou des données publiées par la NASA, la preuve la plus implacable de la présence physique du matériel Apollo sur la Lune réside dans le réseau d'expériences scientifiques laissées sur place, et plus particulièrement le réflecteur laser de mesure de distance lunaire, Lunar Ranging Retroreflector, LRRR. Le 21 juillet 1969, à une trentaine de mètres du module lunaire, Buzz Aldrin a déployé un panneau de 46 cm², incliné vers la Terre, composé d'une matrice de 100 prismes en coin de cube en silice fondu de la plus haute pureté optique. La physique d'un réflecteur en coin de cube est unique. Quel que soit l'angle sous lequel un rayon lumineux le frappe, la lumière est renvoyée exactement et rigoureusement vers sa source d'origine. Quelques jours après son installation, et en continu depuis plus de 50 ans, des observatoires indépendants à travers le monde, notamment l'observatoire Lick en Californie et l'observatoire McDonald au Texas, ainsi que l'observatoire de la Côte d'Azur en France, utilisent des lasers à impulsion de rubis générant des tirs d'une puissance d'1 gigawatt pour cibler les coordonnées géographiques précises, 0,673 307 degrés nord et 23,479 degrés est. Après un voyage aller-retour de 2,56 secondes dans le vide spatial et l'atmosphère terrestre, les télescopes détectent le retour de quelques photons individuels. Cette opération de télémesure laser, ouverte à la vérification de n'importe quelle nation possédant l'équipement optique nécessaire, a permis de déterminer la distance Terre-Lune, en moyenne 384 400 km, avec une précision de l'ordre du millimètre, et a prouvé que la Lune s'éloigne de la Terre à une vitesse de 3,8 cm par an. Bien que les Soviétiques aient plus tard déposé des réflecteurs similaires via leurs sondes robotisées Lunokhod 1 et 2 en 1970 et 1973, les signatures optiques et les coordonnées du réseau Apollo 11 sont uniques, permanentes et incontestables par la communauté scientifique mondiale. Le renseignement soviétique, le KGB, dirigé alors par Yuri Andropov, et le bureau politique du comité central, Politburo, avaient des ressources considérables déployées pour surveiller l'effort spatial américain. Au cœur de la Crimée, la base secrète d'écoute électronique NIP-16, située à Eupatoria, ainsi que les installations de Simferopol, équipées de radiotélescopes TNA 400 gigantesques, traquaient chaque signal de l'espace. Les techniciens soviétiques ont intercepté de manière indépendante les transmissions en bande S du module lunaire, triangulé sa position exacte lors de la descente vers la mer de la Tranquillité et décodé les données de télémétrie vocale et médicale en temps réel, écoutant les battements de cœur d'Armstrong monter à 150 pulsations par minute lors des derniers mètres du vol. Si la NASA avait simulé les communications depuis une orbite basse terrestre ou diffusé un faux signal préenregistré depuis la Terre rebondissant sur un satellite relais, la technologie de radiogoniométrie et d'analyse Doppler des ingénieurs soviétiques aurait immédiatement détecté l'anomalie dans le décalage de fréquence et la source géographique du signal. Les soviétiques avaient le mobile politique absolu, les capacités technologiques requises et toutes les incitations diplomatiques pour exposer publiquement une fraude américaine devant les Nations Unies, ce qui aurait constitué la plus grande victoire de propagande du XXe siècle pour le XXe siècle, pour le bloc de l'Est. Pourtant, face aux données brutes interceptées par leur propre système radar et radiotélescope, le gouvernement soviétique n'a jamais formulé la moindre contestation technique, validant implicitement et par le silence des données géométriques, physiques et télémétriques, la réussite écrasante de l'ennemi. La controverse sur l'atterrissage de la mission Apollo 11 s'alimente du gouffre qui sépare notre intuition humaine, habituée à la physique terrestre, régie par l'atmosphère, la gravité lourde et la diffusion de la lumière, de la réalité clinique, froide et contre-intuitive de la physique dans le vide spatial. Les ombres divergentes, les drapeaux oscillants, la survie au rayonnement cosmique de haute énergie et l'absence d'un cratère géant ne sont pas les preuves d'une fraude cinématographique, mais les signatures exactes d'un environnement sans air,
à faible gravité, telles que validées par les lois rigoureuses de la thermodynamique, de l'optique géométrique et de la mécanique des fluides. Face à ces analyses se dresse non seulement le silence approbateur des systèmes d'espionnage soviétiques, mais aussi les résultats obtenus par l'analyse géochimique internationale des 382 kg de roches lunaires ramenées par l'ensemble des missions Apollo, dont les ratios d'isotopes cosmogéniques et l'absence totale d'eau dans la structure cristalline sont impossibles à forger chimiquement dans les laboratoires de la Terre. Les données chiffrées, les cibles de télémétrie laser toujours actives et les calculs balistiques déclassifiés dessinent une ligne factuelle inébranlable. L'enquête repose sur ces éléments bruts. C'est désormais à vous d'examiner la mécanique de ces preuves balistiques et radiologiques pour forger votre propre conclusion. Partagez votre analyse des données dans les commentaires, étudiez les rapports techniques et abonnez-vous pour d'autres déconstructions directes et non censurées des plus grands dossiers de l'histoire moderne.